Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Merci Philippe de la présentation. Moi je travaille chez Uno depuis 9 ans et j'ai choisi pour le thème de cette matinée, alors un sujet un peu large mais en fait tout est lié, donc on ne pouvait pas le détricoter et c'est un parti pris volontaire que j'ai choisi dans cette présentation. C'est de vous parler d'impact learning qui est notre vision d'une formation plus impactante sur les compétences, ce sera la première partie. Comment on fait pour développer plus efficacement des compétences, notamment à distance. Et la deuxième partie, c'est comment on fait pour mesurer enfin les résultats. Ça fait 20 ans qu'on parle d'évaluation et en fait on évalue surtout les acquis. Nous, ça fait 3 ans qu'on a travaillé sur un protocole d'évaluation pour mesurer l'évolution des compétences et leur transposition en situation de travail sur des formations courtes. Nos formations, elles durent une douzaine d'heures et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui, avec pas mal de nouveautés qu'on a mis en place depuis début 2022, donc je vous partagerai nos premiers retours d'expérience. Avant qu'on commence, vu qu'on va parler de mise en pratique, je voudrais faire un petit sondage à main levée sur l'affirmation suivante, enfin la mise en place de la mise en pratique dans les formations dispensées dans votre entreprise aujourd'hui. Donc est-ce qu'elle est peu importante, moyennement importante ou très importante? Peu importante, c'est est-ce que dans vos formations aujourd'hui, il y a en moyenne 20 à 30% de mise en pratique? Est-ce qu'il y a des personnes qui considèrent que c'est le ratio de mise en pratique aujourd'hui? Si oui, levez la main. Quelques mains levées. Moyennement importante, c'est dans les formations en moyenne, hein, on est obligé de lisser, vous avez entre 30 et 50% de mise en pratique. On a un tiers de la salle à peu près qui lève la main. Et pour les personnes restantes, est-ce que vous reconnaissez dans la partie très importante, donc ça veut dire que dans les formations que vous déployez aujourd'hui dans l'entreprise, plus de 50% du temps passé en formation est dédié à la mise en pratique. C'est chouette, on a presque un tiers. Ben, je ne m'attendais pas à ça, puisque généralement quand on pose cette question, et on l'a posée en mai au printemps de la formation, dont je vous présente les résultats du sondage juste après, on reste sur des formations où ce que j'appelle le syndrome de l'exhaustivité de la théorie fait que, en présentiel ou à distance, on aborde quand même beaucoup les concepts et ça se fait au détriment du temps de mise en pratique. Même quand on veut faire beaucoup de mise en pratique, quand on regarde la réalité opérationnelle de la session de formation, on a un peu trop grignoté sur la partie mise en pratique. Quand on a demandé donc au printemps de la formation, il y a un mois, à 600 fonctions RH et formations qui ont répondu au sondage, à quel point cette mise en pratique, elle était considérée comme peu importante, moyennement importante, très importante, on a eu 66% de très importante. J'étais du coup beaucoup plus surpris, là encore que ce matin, d'avoir un tiers, parce que quand on posait la question les années précédentes ou quand on allait regarder la réalité, parce qu'il y a la perception des services formation et parfois la réalité de ce qui se passe en formation, c'était très faible. C'était très faible parce que historiquement, peu importe que la formation soit distancielle ou présentielle, la part donnée à la mise en pratique, mais la vraie mise en pratique, pas un environnement fictif, pas des quiz, de la vraie mise en pratique et encore plus en situation de travail, c'était aussi l'un des parents pauvres de la formation. La métaphore que je préfère là-dessus, elle n'est pas de moi, je n'ai pas réussi à retrouver de qui elle était, mais je me l'approprie aujourd'hui, c'est est-ce qu'on veut que la formation professionnelle, elle ressemble à l'apprentissage de code de la route? On a des concepts et on valide ses connaissances avec un quiz, mais on ne développe pas de compétences. Ou est-ce qu'on veut que ça ressemble à l'apprentissage de la conduite? L'apprentissage de la conduite, c'est un paradigme différent. Si vous vous rappelez de la première fois que vous êtes allé à l'auto-école, on ne vous a pas expliqué pendant 2 heures comment fonctionnait le moteur et à quelle fréquence de vibration il fallait sentir l'embrayage pour lâcher, accélérer, pour vraiment passer la vitesse. Nous, on vous a expliqué en 2 minutes comment ça marchait, puis on vous a dit, vas-y, essaye. Et puis, vous avez sûrement calé, en tout cas, moi, la première fois, j'ai calé. Et du coup, vous avez vécu cette expérience, et vous avez commencé par la pratique, et ensuite, vous êtes un peu plus intéressé, mais comment ça se fait que j'ai calé? Et nous, notre vœu, c'est qu'on fasse exactement la même chose dans la formation professionnelle, et qu'on redonne toute sa place à la mise en pratique, qu'elle n'a pas eu. Alors c'est une caricature et une généralité, il y a des actions de formation qui sont merveilleuses dans beaucoup d'entreprises et par beaucoup de prestataires, mais à notre sentiment, elle était minoritaire, alors qu'on considère que c'est important. Ça, je ne sais pas de quand ça date, ni de qui c'est non plus, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Nous, on nous a interpellés il y a 4 ans avec cette phrase pour nous demander est-ce que le niveau de mise en pratique, vu qu'on fait des formations à distance, il était à la hauteur de ce qu'il fallait pour que les personnes développent réellement des compétences, de surcroît des compétences de type soft skills ou les compétences transversales. Parce que nous, notre spécialité, c'est de former sur toutes les compétences qui ne dépendent pas du métier qu'on exerce, mais qui sont importantes à détenir. La gestion du stress, manager à distance, prendre la parole en public, communiquer. Donc des compétences transversales et humaines, où là, sans pratique, c'est encore plus difficile. Je veux bien que pour des compétences techniques, parfois, il faille un bon bagage théorique, sinon on ne peut pas commencer à pratiquer. Les compétences humaines, en fait, on les a
toutes et tous commencer à développer dans la vie de tous les jours. Et si on ne met pas en pratique, on ne répond pas normalement aux 3 enjeux des services formation. Enjeu encore plus fort en 2022, après les 2 années de crise, l'engagement des salariés en formation. L'engagement des salariés en formation, c'est l'engagement des salariés à démarrer les formations qui leur sont proposées et à aller jusqu'au bout une fois qu'elles ont commencé. Le deuxième enjeu, celui-là c'est un grand classique mais il reste important, c'est de faire en sorte que les personnes qui suivent des formations développent effectivement des compétences qu'elles sont venues chercher et qu'elles puissent les réutiliser en situation de travail. Et le troisième enjeu, c'est que ces compétences soient développées dans la durée. 2 mois après, on n'ait pas oublié ce qu'on a appris, y compris si c'est des savoir-faire et des savoir-être. Alors pour répondre à ces enjeux, on a commencé il y a 3 ans un protocole d'évaluation, mais il y a 2 ans un travail sur la mise en pratique. Quelle place on lui donne dans la pédagogie de l'expérience de formation qu'on vous propose? Je fais une toute petite parenthèse pour celles et ceux qui n'ont pas testé l'expérience de formation UNO. Nous, aujourd'hui, notre expérience de formation, elle dure 12 heures, elle se fait en ligne et elle est répartie sur 4 semaines. Donc on a 4 modules. Chaque semaine, on a un module où il y a 3 heures de travail avec de la collaboration au sein d'une promotion, la consultation de ressources, l'échange avec l'apprenant et de la mise en pratique. Ce qu'on a changé depuis le début de l'année pour travailler sur la mise en pratique, c'est que maintenant, on considère que 50%, et j'espère que les années prochaines, je vous présenterai des chiffres encore supérieurs, mais au moins 50% du temps de formation soit dédié à la mise en pratique. Ce qui, en plus, dans la formation à distance, est vraiment pas la norme, puisque ce qui est facile de faire à distance, c'est de proposer des vidéos, des podcasts, quelques petites activités, mais dès qu'on est dans la mise en pratique de surcroît en situation de travail, c'est pas simple. Mais la distance a un avantage, c'est que vu qu'on peut étaler la formation dans le temps, on peut donner du temps aux personnes pour tester directement ce qu'elles apprennent en situation de travail avant que la formation soit terminée. Ça, on le fait de 3 manières différentes. Une manière très classique que vous connaissez, je pense toutes et tous, on le faisait dès le début chez UNO, c'est ce qu'on appelle les cas fils rouges. C'est un cas pratique, et je vous donnerai un exemple juste après, qu'on va suivre tout au long de la formation, par exemple une entreprise qui n'existe pas, où on va imaginer que, par exemple, on va déployer un projet agile, et on regarde un projet fictif, et on applique les méthodologies au fur et à mesure de la découverte des concepts. Ça, l'avantage, c'est que ça permet de la cohérence, et à distance, c'est un bon moment de collaboration. Parce que c'est difficile de faire collaborer les personnes à distance. On ne peut pas reproduire la même chose qu'en présentiel, sauf si on fait des classes virtuelles tout le temps. Mais on l'a vu hier pour celles et ceux qui étaient là hier, si on fait des classes virtuelles de plus de 3 heures, on a de la fatigue cognitive et les gens décrochent. Donc on a un cas fil rouge qui sert à la cohérence et la collaboration. Ça, c'est le premier niveau de mise en pratique qui est généralement mis dans beaucoup de formations. La limite de ça, il faut passer par là, mais la limite, c'est que ce n'est pas en situation réelle de travail, on est sur quelque chose de fictif. Et donc, on n'est que dans la découverte de la compétence. La deuxième manière de le décliner, on a testé ça depuis début 2021, on l'a généralisé en début d'année et augmenté le nombre qu'on proposait, ce sont les challenges. Les challenges, c'est quoi? Ce sont ces micro-actions qu'on demande à faire aux apprenants pour qu'ils se confrontent à la compétence en situation de travail. Donc on leur propose plusieurs challenges au début d'une formation et on leur dit, en fonction des sujets qui vous intéressent ou qui sont compatibles avec votre situation de travail, choisissez un des challenges et vous vous engagez chaque semaine pendant les 4 semaines à faire ces micro-actions. Si je me forme en gestion du temps, ça va être des actions sur la concentration, la gestion des mails, des choses extrêmement simples qui leur permettra de créer une routine et des habitudes qui est en fait le socle du développement des compétences. C'est pas juste avec ça qu'ils vont développer les compétences, mais s'ils font pas ça, ils développeront pas des compétences qui seront transposables en situation de travail. Et évidemment, on leur donne le choix, parce que c'est plus engageant, et parce qu'on a des participants qui viennent de différentes entreprises. Et le troisième, là aussi on en a un peu parlé hier, j'irai plus vite, c'est la place qu'on donne aux classes virtuelles. Nous, historiquement, dans ces 12 heures de formation, on avait 2 heures de classe virtuelle au début, parce que la classe virtuelle elle était vue comme « Ah, c'est contraignant, il faut être dispo à telle heure ». Moi, on m'a dit, si je me forme à distance, je me forme quand je veux, à mon rythme, en toute flexibilité. On était resté sur 2 heures, c'était déjà le moment préféré de beaucoup d'apprenants. L'an dernier, on est passé à 3, cette année, on passe à 4. Donc c'est l'évolution la plus forte de notre format. Et non seulement on passe à classe virtuelle, mais surtout on les dédie à 100% à la mise en pratique. On a arrêté, après avoir mesuré l'impact que ça avait, qui n'était pas assez fort, de se dire les classes virtuelles permettent parfois de découvrir certains nouveaux concepts ou de redécouvrir des concepts que les apprenants sont censés avoir consultés dans les modules. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'accorder 1 ou 2 minutes pour revenir sur un concept complexe, mais ça veut dire qu'on va passer toute la classe virtuelle à faire le point sur les challenges. Ok, vous avez mis en pratique en situation de travail, restitué, et on se fait des feedbacks les uns les autres, dans des groupes de 12 personnes maximum, même si la promo est plus grande, on limite à 12 personnes, et en moyenne on est à 10 personnes dans les classes virtuelles, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avoir vraiment
une dynamique de feedback, sinon on n'ose pas devant 30 personnes faire un feedback potentiellement constructif ou négatif à la personne. Et le reste du temps, je vais vous montrer juste après, dans la slide juste après, on fait un cas pratique tous ensemble qui est animé par le formateur pour profiter de ce temps synchrone. Donc ça, c'est les 3 des déclinaisons qu'on applique à la mise en pratique pour lui donner le poids que je vous ai présenté en introduction. On veut que les personnes, elles soient engagées, qu'elles développent des compétences, qui soient transposables en situation de travail et qui s'inscrivent dans la durée. Comment on fait ça concrètement? Là, je passerai rapidement sur la gestion de projet agile. Le fil rouge, on prend une société de service pour jardinier du dimanche. Donc, tout le monde peut se projeter là-dedans. Et on va passer chronologiquement par toutes les étapes d'un projet agile. Je vous ai mis juste quelques captures d'écran, parce que là, je vous parle de mise en pratique. Et en fait, plutôt que de vous présenter des choses, le mieux, ce serait que vous mettiez vous-même en pratique. Donc, s'il y a des personnes qui n'ont pas testé notre format de formation, nous avons un stand et on peut vous inviter pour que vous le testiez par vous-même, plutôt que de m'écouter parler jusqu'au bout. Quand on fait cette chronologie, on passe par toutes les étapes qui sont définir un besoin avec un utilisateur. Et donc, on va faire l'ensemble d'un projet agile dans un environnement fictif. Les challenges, ça dépend énormément des formations. Je vous ai donné un exemple sur la gestion du temps. Sur les feedbacks, on peut choisir des challenges sur je vais demander un feedback constructif chaque semaine à une personne qui est en dehors de mon équipe. Donc toujours des choses extrêmement simples. Sinon, on sait que les personnes ne prennent pas le temps de le faire. Donc il faut commencer par petit et simple. Là, on prend un exemple du manifeste agile. L'un des principes du manifeste agile, c'est qu'il faut privilégier les individus et leurs interactions. L'un des challenges que je vous présente ici, c'est juste de s'engager chaque semaine, quand on suit une formation sur la gestion de projet agile, à privilégier les interactions en direct. Donc à chaque fois qu'on a besoin d'une information dans le projet, on ne fait pas un message, on ne fait pas un Slack, on ne fait pas un email, on va voir la personne. Si elle est à distance, on fait une visio, un message vocal, mais on a une interaction ovale et en direct avec les personnes. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Mais ça, pour insuffler des changements culturels et comportementaux qui vont s'ancrer dans la durée, c'est redoutablement efficace. Il y a même des acteurs qui sont spécialisés là-dessus et qui l'ont très bien démontré. Donc nous, on s'est dit qu'on allait intégrer ça dans notre formation, plutôt que de se dire les micro-actions, c'est une fois que la formation est terminée pour ancrer les compétences dans la durée. Donc nous, on veut qu'elles commencent dès le début de la formation, parce que qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui vont dire « Ah mais moi, ça ne s'est pas passé comme prévu ». Et ils peuvent encore en parler aux autres apprenants et aux formateurs, parce que la formation, elle n'est pas terminée. Et l'exemple sur les classes virtuelles, là on leur fait jouer un Scrum Game. Alors il y a 1000 exemples, donc je ne m'attarde pas là-dessus, où ils vont trouver à nouveau un projet fictif, où ils vont simuler le groupe projet. S'ils sont 12, on prendra 12 personnes, c'est animé par le formateur, et c'est 1 heure par semaine. Depuis qu'on a fait ça, le taux de participation aux classes virtuelles et le taux de complétion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui restent jusqu'au bout des classes virtuelles, il a continué d'augmenter, et les feedbacks sont « Ah je ne savais pas qu'on pouvait faire ça dans une formation en ligne ». Donc nous on s'est dit, c'est pour ça que maintenant on le fait dans 4 classes virtuelles et dans toutes les classes virtuelles. Une fois qu'on fait ça, je vous ai dit que ça répondait à 3 enjeux normalement la mise en pratique. L'engagement des apprenants, le fait de développer des compétences transposables en situation de travail et le fait de les ancrer dans la durée. Nos résultats à date, donc on les a mis à jour il y a quelques jours pour préparer cette présentation, ils sont de 2 ordres. Alors la satisfaction, elle ne traduit jamais de l'efficacité d'une formation, mais ça reste un indice important. Donc on continue d'observer notre taux de satisfaction. C'est pas pour vous dire ah, c'est super, on a un super taux de satisfaction, mais on aurait pu voir une baisse parce que les gens peuvent trouver ça un peu plus contraignant de devoir bloquer 1 heure dans leur agenda. Enfin, il y avait plein d'hypothèses qui auraient pu jouer là-dessus. Quand un format devient moins flexible, ça a en général un impact assez fort sur la satisfaction. Là, ça ne l'a pas eu, donc notre première hypothèse, mais on va rester humble, c'est que pour l'instant, ça reste suffisamment flexible. Le deuxième, c'est notre chiffre qu'on surveille le plus, c'est la complétion. Combien de personnes vont jusqu'au bout de la formation par rapport à celles qui ont démarré? La mise en pratique, on l'a augmentée depuis 1 an et demi, selon les exemples que je vous ai montrés. Il y a 2 ans, on était à 92% de complétion, et donc ça continue d'augmenter légèrement. Je ne sais pas jusqu'où on pourra aller, parce que 93% à distance sur des formations de 12 heures sur le temps de travail, c'est pas facile. Donc nous, on considère qu'on est satisfait sur l'engagement des apprenants et la promesse qu'on peut vous faire si vous nous faites confiance pour former vos équipes. Sur les compétences, il y a beaucoup de chiffres et je ne peux pas tous vous les présenter, donc j'en ai choisi un. C'est le nombre de personnes qui, c'est du déclaratif, vont nous dire 1 mois après la fin de la formation qu'elles pourront utiliser les acquis de la formation dans leur travail. Si on est en dessous de 70%, nous on considère que c'est un échec parce qu'ils ont appris des choses qu'ils ne vont pas pouvoir réutiliser et donc ils vont les oublier dans les mois qui vont suivre. Et donc le temps investi, s'il fallait de la sensibilisation, ok, mais si l'objectif c'était de développer des compétences, on n'a pas atteint notre promesse. Et l'ancrage, alors ça on l'a fait sur un échantillon plus petit parce que les évolutions sont plus récentes. Sur notre échantillon, on a 9 participants sur 10 qui disent mobiliser encore leurs nouvelles compétences 4 à 6 mois
après la formation. Et c'est un échantillon plus petit, parce que pour aller récupérer ces réponses 4 à 6 mois après la formation, c'est un petit peu plus difficile que quand on les a dans la formation. Je vous ai parlé en introduction de la mise en pratique, et je vais terminer sur, c'est en forgeant, on devient forgeron, mais pour en être sûr, il faut qu'on le mesure. Et donc moi, quand je vous parle d'impact learning, comment on fait pour être sûr que la formation ait un maximum d'impact sur ces trois enjeux que je vous ai présentés, c'est comment on mesure concrètement. Parce que l'évaluation, c'est le parent pauvre de la formation. Je pense que je ne suis pas le premier à dire ça, peut-être même pas ce matin. On a fait un protocole d'évaluation, mais les gens ne le remplissent pas. En vrai, c'est ennuyeux, embêtant, pour rester poli, de remplir est-ce que je suis bon sur telle compétence ou autre. Donc on a changé deux choses. La première, c'est qu'on l'a rendu native dans l'expérience de formation. C'est-à-dire que quand on demande un autopositionnement au début de la formation, on ne va pas ajouter une brique d'évaluation. Ça fait partie du parcours de formation. Je découvre mon formateur, je découvre les objectifs, et on me demande comment je me positionne par rapport à certains comportements concrets que j'ai au quotidien. Je vous donne un exemple juste après. Le fait que ce soit natif a augmenté la complétion, mais pas suffisamment. Parce qu'en fait, nous, si tout le monde ne remplit pas cet autopositionnement, on ne peut pas vous présenter des résultats mesurables qui sont objectifs, fiables et actionnables. Donc ce qu'on a fait, choix fort de janvier, je faisais partie des personnes qui avaient un peu peur dans l'entreprise de le faire, mais je ne regrette pas maintenant qu'on l'a fait, c'était de rendre obligatoire l'évaluation et le test d'autopositionnement. C'est-à-dire que si on ne le remplit pas, on ne peut pas passer à la page suivante et on ne peut pas démarrer sa formation. Moi, j'avais peur que certains participants décrochent. Et en fait, vu qu'on est dans une expérience native et sur des comportements, parce qu'on est allé interroger les personnes qui ont rempli ça, pour eux, ça faisait partie de la formation. Ce n'était pas perçu comme une contrainte ou comme l'évaluation qui... dans l'inconscient collectif, nous renvoie à l'évaluation qu'on a eue à l'école, à plein de choses souvent négatives. Donc on l'a rendu obligatoire, et on présente des résultats aux apprenants. Donc ils vont décrire des comportements, et ça c'est un exemple de ce qu'on leur délivre un mois après la formation, quand ils re-remplissent ce questionnaire. Vous avez un avant-après sur des comportements très précis. On ne leur dit pas « vous avez développé la compétence en gestion du temps ». Non, on leur dit pour gérer le stress avant une présentation. Je fais des exercices de respiration, maintenant je le fais très souvent, alors qu'avant, je le faisais rarement. Et ces avant-après, ils permettent à l'apprenant de voir là où il a progressé et là où il lui reste une marge de progrès, et nous de suggérer encore des actions d'ancrage pour dire tiens, là-dessus, tu n'as pas beaucoup progressé. Si tu veux aller plus loin, voilà les actions qu'on te conseille de faire dans ton quotidien, pour pas que la formation s'arrête là. Nous, on a terminé notre mission, mais pas totalement. En fait, il faut que tu continues, et donc on va t'aider à faire ça. Et enfin, on fait pareil pour les entreprises. Parce que ça, c'est la version individuelle. Pour les entreprises, vu qu'on a ces données et que maintenant tout le monde remplit nos questionnaires, on va présenter des plans d'action. Là aussi, auparavant, on s'arrêtait avec un bilan. Voilà les chiffres, voilà ce qui s'est passé. Ce qui nous manquait dans le bilan, c'est la préconisation d'un plan d'action. Si demain vous formez, ce sera mon dernier mot, 100 personnes au management hybride chez Youno, nous, on doit pouvoir être en capacité de vous dire, au vu de tout ce qu'on aura à mesurer, on doit pouvoir vous dire les tendances par rapport aux autres entreprises et les actions qu'on vous préconise pour la suite, même si vous ne faites plus appel à Youno, puisque l'action de formation est terminée. Des actions de sensibilisation, de formation, des réunions, des prises de parole de la direction, parce que vos managers, ils surestiment leurs compétences à faire du feedback, alors qu'on a vu que dans les activités, ils n'étaient pas très à l'aise pour faire le feedback. Bref, plein de préconisations que l'entreprise choisit d'appliquer ou non, en fonction de ses priorités, et en lui présentant différents éléments. J'ai dit je termine en 30 secondes. Ça, c'était un extrait de l'impact learning, ce qu'on appelle chez Youno. L'impact learning, pour nous, c'est à 3 endroits. Là, je vous ai parlé de la mise en pratique, dans l'impact pédagogique, mais il y a aussi l'accompagnement par les formateurs et beaucoup d'activités autour de l'ancrage, que je pourrais vous présenter si certains veulent creuser les sujets. On considère aussi que, pour avoir de l'impact en formation, il faut avoir un impact économique et un impact organisationnel. Le fait de former à distance nous permet, et maintenant on peut le mesurer, donc je suis à l'aise pour vous dire ça, tout en gardant la même efficacité, voire en augmentant l'efficacité du dispositif de formation, de diviser le prix d'une formation par 2 par rapport au coût pédagogique du présentiel. Et je ne critique pas le présentiel, puisqu'on réintègre des ateliers présentiels à chaque fois que vous nous le demandez dans les projets intra-entreprises. C'est juste pour parler de la logique économique, où avant, quand on disait que c'était moins cher, ça paraissait assez moins qualitatif. Maintenant, on vous démontre que non, on a bien développé les compétences des personnes, et on peut le comparer à d'autres protocoles d'évaluation des formations présentielles. Et enfin, l'impact organisationnel, que je ne pourrais pas présenter ici, c'est l'intégration avec tous vos SIRH et LMS ou autres, pour être sûr que ça soit déployé rapidement et facilement, surtout quand vous avez des projets de transformation qui sont urgents. Merci pour votre attention et au plaisir de répondre à vos questions sur notre stand.